L'État français peut vous verser plusieurs milliers d'euros d'aide pour installer une pompe à chaleur chez vous. C'est sur toutes les pubs de tous les sites web de France. Alors ça ressemble à une arnaque et franchement parfois ça l'est, mais dans les grandes lignes, c'est vrai. C'est encouragé, c'est subventionné, c'est vertueux. Et le même État, le même été, va vous regarder de travers quand vous allumez votre clim. Parce que la clim, c'est le confort, c'est l'égoïsme, c'est le truc d'Américains ou de Chinois qui s'en fichent de cramer la planète. Est-ce que vous êtes pour ou contre que les Parisiens s'équipent de climatisation dans leur logement? Individuel, la réponse est non, je suis contre pour une raison simple, c'est que climatiser son appartement, c'est réchauffer celui du voisin. Sauf qu'il y a un détail, un tout petit détail. C'est la même putain de machine. Une pompe à chaleur réversible et un climatiseur, c'est rigoureusement le même objet. Le même compresseur, le même fluide, le même principe physique. La seule différence, c'est le sens dans lequel vous faites circuler la chaleur. Donc on a réussi le tour de force d'avoir une technologie qu'on subventionne l'hiver et qu'on diabolise l'été. Pas mal, non? C'est français. Ça ne s'explique pas par la technique, ça s'explique par de l'idéologie, une passion pour la souffrance et surtout par de la peur. C'est précisément le sujet de cette vidéo. Avant de démonter les peurs, il faut comprendre l'objet. Parce que je suis prêt à parier que la plupart des gens qui ont un avis tranché sur la clim seraient incapables de vous expliquer comment elle marche. Ça crée du froid en créant du chaud et ça réchauffe le dehors, gna gna gna. Stop! Ce n'est pas ça. Première idée à tuer, une clim ne fabrique pas du froid. Le froid, ça n'existe pas, le froid, c'est juste une absence de chaleur. Ce que fait la clim, c'est déplacer de la chaleur. Elle prend la chaleur qui est à l'intérieur de votre pièce et elle la jette dehors. C'est une pompe. Une pompe à chaleur. Et c'est là que ça devient beau techniquement parce que déplacer de la chaleur, ça coûte beaucoup moins d'énergie que d'en produire. Quand vous chauffez avec un radiateur électrique classique, pour 1 kWh consommé, vous obtenez 1 kWh de chaleur. On dit que vous avez un rendement de 1. Une pompe à chaleur, pour 1 kWh d'électricité, elle déplace 3, parfois 4 kW de chaleur. Son rendement apparent, ce qu'on appelle le COP, est de 3 ou 4. Vous lisez bien, vous mettez 1 et vous récupérez 3 ou 4. C'est l'une des technologies énergétiques les plus efficaces que l'humanité ait inventée. Donc si on reformule, la clim c'est une pompe à chaleur réversible capable de vous chauffer l'hiver et de vous refroidir l'été avec un rendement que n'importe quelle autre technologie vous envierait et qui branché à un réseau d'électrique propre émet très peu de CO2. C'est un bijou d'ingénierie thermodynamique qui n'a rien à voir avec un gadget de riche ou avec les arnaques qu'on trouve chez les e-commerçants. Et c'est exactement la techno que tous les plans climat sérieux veulent généraliser pour décarboner le chauffage. Gardez bien ça en tête, parce que toute la suite de la vidéo repose là-dessus. En France, ça fait des décennies qu'on diabolise une des meilleures technologies pour la transition écologique. Premier grand argument des anti-clim et le plus sérieux des trois, donc on va le traiter honnêtement, si tout le monde climatise, alors on réchauffe la ville et c'est un cercle vicieux. Contrairement à ce que vous pourriez attendre, je vais pas dire que c'est faux, parce qu'en fait, c'est vrai. Mais il y a des limites. Oui, une clim rejette de la chaleur dehors. C'est de la pure physique, on vient de le voir, elle déplace la chaleur de dedans vers dehors. Il y a une étude française de référence là-dessus que Météo France a publiée avec le CNRS et elle est très sérieuse, très solide, elle a été confirmée par des travaux à Tokyo, Berlin, Madrid et Phoenix aux États-Unis. Donc non, on va pas faire les malins en disant l'étude est bidon. Ce serait franchement malhonnête et surtout ce serait stupide parce que je préfère la vérité, c'est bien plus efficace quand j'essaye d'étayer un propos. Voilà ce que dit vraiment l'étude. À Paris aujourd'hui, l'effet de la clim sur la température de la rue, c'est de l'ordre de plus de 0,5 degrés Celsius. La nuit, localement, dans les zones les plus denses. Le chiffre que vous voyez passer partout, le fameux plus de 2 degrés, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. C'est un scénario de déploiement massif, généralisé, futur. On a pris l'hypothèse la plus haute, on a coupé le contexte et on l'a balancé dans les médias comme si ça allait se passer demain matin dans votre rue. Et il faut être précis sur les mots parce que tout est là. On répète partout que la clim réchauffe la ville, c'est faux. Ce qui se passe, c'est très local, on parle de la rue, du canyon urbain juste autour des unités, et surtout la nuit quand la ville n'arrive plus à évacuer la chaleur du jour. Ce n'est pas un nuage de chaud qui recouvre Paris à cause de la clim, c'est un effet de proximité. Deuxième précision, et à mon sens c'est la plus importante, si votre rue est en four la nuit, comme la mienne, ce n'est pas d'abord à cause des clims, c'est à cause du bitume et du béton. Toute la journée, l'asphalte, les façades, le minéral, ça va stocker le soleil. Et la nuit, ça va le recracher lentement. Si vous voulez une image, le soleil c'est un radiateur de 900 watts braqué sur chaque mètre carré de Paris. La clim de toute la ville étalée au sol, c'est l'équivalent d'une ampoule de 50 à 90 watts par mètre carré, donc à côté de notre astre, c'est une veilleuse. En bref, la vraie machine à chaleur de la ville, c'est la ville au soleil elle-même. La clim à côté, c'est peanuts. Et maintenant, le meilleur. Parlons des sources de chaleur qu'on rejette directement, nous les humains. Alors la clim, elle en fait partie, bien sûr. Mais il y en a des tas d'autres, dont une dont personne ne parle jamais dans ce débat, les voitures. Une étude très récente de l'université de Manchester a mesuré ça précisément sur Toulouse. Le seul trafic automobile réchauffe l'air de la rue d'environ 0,3 degrés l'été et jusqu'à 0,5 degrés l'hiver. Toute l'année.
Pas seulement 3 semaines de canicule par an, toute l'année. Donc on est exactement dans le même ordre de grandeur que la clim, et sur une année entière c'est probablement plus, parce qu'en France on a à peine un foyer sur 4 qui est climatisé, et que ça ne tourne que quelques semaines, quelques heures par jour, alors que les bagnoles, elles, on peut tous en convenir, elles roulent 365 jours par an. Est-ce que vous avez déjà vu un éditorialiste de plateau TV vous expliquer qu'il faut interdire la voiture parce qu'elle réchauffe la rue la nuit? Jamais. La bagnole chauffe autant, voire plus que la clim, et là, comme par magie, plus personne ne parle de cercle vicieux. Le procès de réchauffement de la rue, il n'est fait qu'à la climatisation. Ça n'est pas de la science, c'est un choix politique de cible. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est François Gémen, professeur climat et migration à HEC et auteur principal du 6e rapport du GIEC. Donc vous m'accorderez qu'on est loin d'un dangereux pollueur anti-écolo. Mais admettons même le pire. Admettons les 2 degrés. Posez-vous la vraie question. De quoi on parle? D'une fraction de la température extérieure, dans la rue, la nuit, à une heure où personne ou presque ne va passer devant les moteurs des clims qui émettent cette chaleur. Ces degrés en plus, on les échange contre quoi? On les échange contre 8, 10, 12 degrés de trop à l'intérieur des appartements des gens. Là où les gens vivent, où les gens dorment, où les élèves étudient, là où des femmes accouchent, là où des malades attendent d'être soignés, et on va le dire, là où des gens meurent littéralement de chaud. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut se rappeler. La canicule de 2003, qui a été un traumatisme en France, elle a fait un nombre important de victimes. Elle a fait 15 000 morts. Celle de juin 2006, on est à un bilan d'au moins 1000 morts et il n'est pas complet. Ces gens-là, ils sont pas morts dans la rue. Ils sont morts chez eux, dans des chambres surchauffées, sous les toits, sans échappatoire. Et même sans aller jusqu'à la mort, la chaleur, c'est mal dormir, c'est ne pas pouvoir s'activer, c'est ne pas pouvoir réfléchir clairement, c'est ne pas pouvoir travailler. Bref, la chaleur, c'est un ennemi. Donc l'argument qui dit la clim réchauffe la rue, poussé jusqu'au bout, ça donne quoi? Et ben ça donne la phrase suivante. Laissez les gens cuire à l'intérieur pour garder le trottoir un demi-degré plus frais. C'est pas un choix rationnel, ni écologique. C'est un choix politique. Et à mon sens, ce choix, il est moralement inversé. On sacrifie l'endroit où les gens vivent et où les gens meurent pour préserver l'endroit où ils ne sont pas. Alors entendons-nous, l'effet d'îlot de chaleur, il est réel. Il faut le traiter et on en parle à la fin de la vidéo parce qu'il y a de vraies solutions. Mais c'est pas un argument pour refuser de rafraîchir les gens. C'est un argument pour le faire intelligemment. On passe au 2e argument de l'anticlim. Oui, mais les gaz frigorigènes, ces fameux fluides, c'est une bombe climatique 1000 fois pire que le CO2. Alors là, permettez-moi de vous raconter une histoire. L'histoire de ces fameux fluides. Parce qu'en fait, c'est une des plus belles histoires d'autocorrection technologique du XXe siècle et personne ne la connaît. Alors au tout début, dans les années 1920, on refroidissait avec des produits horribles comme de l'ammoniac, du dioxyde de soufre ou du chlorure de méthyle. Moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Alors c'était efficace, mais toxique, parfois inflammable, il y a eu des morts, des familles asphyxiées la nuit par une fuite dans leur frigo, bref, pas top. Première révolution, dans les années 30, les CFC, le fameux fréon, le R12. D'un coup, on découvre un fluide qui est stable, non toxique et ininflammable. C'est un miracle, on en met partout, frigo, climatiseur, bombe à aérosol, bref. Sauf que dans les années 80, on découvre le piège. Le chlore de ces CFC monte dans la stratosphère et détruit la couche d'ozone. Si vous étiez là dans les années 90, vous vous souvenez du fameux trou au-dessus de l'Antarctique, bah c'est eux. Et en prime, ce sont des gaz à effet de serre monstrueux. Et là, 2e grand saut de l'histoire, contrairement à ce que croient les gens qui ont la technocritique facile, le monde réagit. En 1987, le protocole de Montréal, on interdit les CFC à l'échelle de la planète. C'est aujourd'hui encore considéré comme le traité environnemental le plus efficace jamais signé. Résultat, la couche d'ozone se referme. On l'a déjà fait une fois, et retenez bien ça, on en aura besoin à la fin. On passe alors à une génération de transition, les HCFC, le R22, moins agressifs pour l'ozone, mais pas zéro, donc on les interdit aussi. En Europe, on aime bien aller plus loin, et plus une seule clim neuve au R22 n'est vendue depuis le milieu des années 2010. Alors on a fait quoi? On a arrêté de refroidir, de climatiser? Bah non, la science progresse. On passe à la 3e génération, celle des années 2000-2010, les HFC, le R410A, le R134A, victoire sur un front, zéro chlore, donc zéro impact sur la couche d'ozone. Mais il reste un défaut, un fort pouvoir de réchauffement. Pour vous donner un ordre d'idée, le R410A, c'est de l'ordre de 2000 fois le CO2 à fuite équivalente. Et ce chiffre, vous le connaissez parce que c'est celui qu'on vous ressort en boucle pour vous faire peur. Sans qu'on vous le présente comme si c'était l'état de l'art de la clim, alors que c'est déjà la génération qu'on est en train d'abandonner. Parce que l'histoire technologique, elle ne s'arrête pas là, et il faut vraiment être malhonnête et irrespectueux du travail des scientifiques et des ingénieurs pour croire à cette mascarade. Et ça, on vous le raconte, comme je vous l'ai dit, jamais. En 2016, on ajoute l'amendement de Kigali. Cette fois, le monde s'attaque aux HFC eux-mêmes et l'Europe enchaîne avec son règlement sur les gaz fluorés, sérieusement durci en 2024, qui programme leur quasi-disparition dans le neuf. Du coup, l'industrie a déjà basculé. Une clim récente, ce n'est plus du 410A, c'est du R32, avec un pouvoir de réchauffement divisé par 2 ou 3. Et de plus en plus, c'est carrément des fluides naturels. Le propane, le R290, dont le pouvoir de réchauffement n'est pas de 2000, ni de 675, mais de 3.
il faut reconnaître ce chiffre. On est passé de gaz qui trouait le ciel à un fluide dont l'impact climatique, quand il fuit, vaut 3 fois son poids en CO2. Et dans le même mouvement, on a rendu obligatoire les contrôles d'étanchéité, la récupération du fluide en fin de vie et la certification des techniciens. Les appareils prêts à poser, que tout le monde achète, ont leur circuit scellé en usine. Alors on reprend l'argument de départ. Les fluides, c'est une bombe climatique. Il y a 30 ans, oui, une clim de 1995 au R22, mal récupérée en fin de vie, c'était un vrai problème climatique et un problème pour la couche d'ozone. L'inquiétude, elle était légitime si et seulement si la clim fuyait. Il faut le rappeler, le fluide ne pollue pas quand la clim tourne convenablement, contrairement à ce que certains pensent. Une clim de 2026 au R32 ou au propane dans un circuit scellé, contrôlé, récupéré, l'impact du fluide est devenu marginal. On vous vend la peur d'un combat qui datait d'une génération et qu'on a en partie gagné. La science et la technique ont gagné ce combat. Et il reste un point décisif, le même que la séquence d'avant. Sur toute la vie de l'appareil, ce qui pèse le plus dans son bilan, ce n'est pas le fluide, c'est l'électricité qu'il consomme pendant 10 ou 15 ans. Et en France, vous le savez probablement, cette électricité est décarbonée. Avec nos parcs nucléaires hydrauliques renouvelables, on a un des kilowattheures les plus propres du monde développé. Donc le bilan climatique réel d'une clim moderne posée en France, il est faible. Ce n'est pas moi qui le dis pour faire le malin, c'est ce que disent les climatologues sérieux dès qu'on les sort de leur posture sur les plateaux de JT. Pour prouver tout ça, il existe une étude mondiale qui chiffre l'effet de toute la clim de la planète sur le climat à l'horizon 2050. Il est de l'ordre de plus de 0,5 degrés à l'échelle du monde entier. Et encore, ce chiffre est tiré vers le haut par les pays qui climatisent au charbon. Comparer la France branchée sur du nucléaire à l'Inde ou au Texas, ça n'a aucun sens. Donc on l'a vu, l'effet sur les villes est réel mais surjoué, le bilan carbone en France est faible. Si les deux arguments techniques sont aussi faibles, alors pourquoi est-ce que la clim déchaîne autant de passion? Parce que le vrai sujet, il est moral, politique et idéologique. Je vous l'ai dit et je vais vous le prouver avec une seule comparaison. L'hiver, vous chauffez votre logement et personne, jamais, ne vient vous faire la leçon en vous disant « Vous avez pensé à mettre un pull avant d'allumer un peu le chauffage ?» ou « Vous vous rendez compte de l'impact carbone du chauffage ?» C'est vraiment responsable ça de vouloir 20 degrés chez vous? Personne ne fait ça. Personne ne dit ça. Ce serait perçu comme absurde. Se chauffer l'hiver, c'est un besoin, c'est normal, ce n'est pas un sujet moral. Et c'est tellement normal d'ailleurs que c'est légal, un logement dit décent doit être chauffé. Maintenant passons à l'été. Prenons exactement la même phrase mais inversée. Vous avez pensé à fermer les volets et à boire de l'eau avant d'allumer la clim? Vous vous rendez compte de l'impact de la clim? C'est vraiment responsable ça de vouloir 25 degrés chez vous? Et là magiquement, bah ça passe. Ça paraît sage, ça paraît vertueux, et cette phrase vous l'avez entendue des dizaines de fois. C'est exactement la même phrase, le même besoin de confort thermique, la même technologie, on l'a vu, mais d'un côté c'est un droit, et de l'autre, c'est un péché. Cette asymétrie, elle ne se justifie par aucune donnée, elle ne se justifie que par une chose, une morale, l'idée que le froid se mérite, que le confort estival est un luxe coupable, que vouloir ne pas crever de chaud chez soi, c'est déjà un peu trahir la planète, qui elle, on le sait, a déjà beaucoup trop chaud à cause d'autres activités humaines. C'est ça le logiciel de pensée français. C'est un logiciel de peur. La peur d'être l'égoïste, la peur d'être l'américain, celui qui consomme pendant que les autres souffrent. Sauf que cette peur, elle se trompe de cible. Elle va culpabiliser un jeune dans un appart sous les toits qui veut survivre à une nuit à 28 degrés, ou une femme qui est sur le point d'accoucher et qui va passer les premiers moments avec son bébé dans une chambre à 40 degrés. Cette peur, elle va aussi culpabiliser les gens pendant qu'elle laisse tranquille des usages 1000 fois plus lourds. On a transformé un enjeu de santé publique en marqueur de vertu personnelle. C'est un avis personnel qui va être rare dans cette vidéo, mais je trouve ça dégueulasse. Car le pire, c'est que cette morale, elle tue. Pendant qu'on débat de la pureté écologique de la clim, des gens meurent vraiment de chaud, des écoles ferment, des gamins n'arrivent pas à dormir. Et c'est ça le vrai scandale. Maintenant, parlons de la France spécifiquement, parce que notre situation est complètement incompréhensible si on prend de la hauteur. D'un côté, on a la meilleure carte du monde pour climatiser proprement avec notre électricité ultra décarbonée. Si un pays sur Terre a le droit moral et écologique d'utiliser des pompes à chaleur réversibles, c'est la France. Pas mal, non? C'est presque insultant de ne pas le faire. De l'autre côté, on a tout fait pour s'en empêcher. Et c'est un empilement de 4 blocages que je vais vous raconter. Le blocage 1, c'est le plus simple. On n'est quasiment pas équipé. Aujourd'hui, à peu près un ménage français sur 4 a une clim, et donc 3 sur 4 n'ont rien. Au moment où les canicules arrivent désormais dès le mois de juin, où on bat des records de nuit tropicales, les 3/4 du pays affrontent ça sans aucune solution de rafraîchissement. La climatisation est d'ailleurs très mal répartie. Le sud de la France, qui connaît des chaleurs élevées depuis des dizaines d'années, est mieux équipé que le reste. Le blocage 2, c'est l'urbanisme anti-clim. Dans beaucoup de villes, les règles d'urbanisme, les fameux PLU, ou les copropriétés tenues par des conseils syndicaux qui sont très peu renseignés, interdisent ou compliquent à l'extrême la pose d'une unité extérieure. Souvent pour des raisons esthétiques, pour ne pas voir une boîte grise sur une façade ou pour prévenir du bruit. Aujourd'hui, le plan local d'urbanisme interdit la pose de blocs de climatiseurs en façade à l'extérieur. Vous les connaissez, c'est les gros blocs, on les voit, c'est ignoble sur le plan esthétique, mais surtout, ce sont des sorties de chaleur. On va préférer littéralement une belle façade à un logement vivable. Le blocage 3, c'est que le bâti est pensé contre l'été. Pendant des années, sous la norme RT 2012, on a optimisé les logements pour une seule chose, retenir la chaleur l'hiver.
Isolation, étanchéité à l'air, déco compensée pour le froid. Le confort d'été, lui, il a été jugé par un indicateur, la TIC, tellement laxiste qu'un bâtiment pouvait être parfaitement aux normes et se transformer en four en juillet. Résultat, on se retrouve avec un parc entier de logements neufs qui sont des pièges à chaleur super isolés. Ça partait d'une bonne intention pour l'hiver, sauf que l'isolation, ça marche dans les deux sens, et une fois la chaleur entrée, elle est prisonnière. Vous voyez le thermos qui garde votre café au chaud, en fait il sait pas qu'on est en été. Il va pas perdre ses propriétés thermiques parce que vous lui demandez. La nouvelle norme RE 2020, elle a corrigé une partie du tir. Elle a créé un vrai indicateur de confort d'été, nommé le degré heure, sauf qu'il faut regarder comment elle s'y prend parce que c'est là que c'est un peu vicieux. Ce fameux indicateur, il se calcule en supposant qu'il n'y a pas de clim. Le but affiché, c'est forcer à rendre le logement confortable naturellement par la conception. C'est très bien sur le papier. Sauf que ça veut dire que dans la logique RE 2020, la clim n'est jamais une solution. C'est même traité comme une triche. Si votre bâtiment a besoin de froid, on vous ajoute une pénalité, la fameuse climatisation fictive. En tant que promoteur immobilier, vous êtes puni d'avoir besoin de vous rafraîchir. Donc non, contrairement à ce qu'on entend parfois, la RE 2020 n'est pas une disposition qui tolère la clim. Elle fait l'inverse, elle la pénalise. Elle parie tout sur le passif, les protections solaires, l'inertie, et surtout la ventilation nocturne, donc ouvrir les fenêtres la nuit pour évacuer la chaleur du jour. Et c'est là malheureusement que tout s'effondre, parce que ce modèle passif il repose sur un pari que la nuit, il fasse plus frais. Et ce pari, vous l'avez bien vu, le climat mondial est en train de le perdre. En juin 2026, on a eu des nuits à 32, 33 degrés à Paris. Quand il fait 33 degrés à 3h du matin, votre ventilation nocturne ne refroidit plus rien. Elle fait entrer de l'air chaud et le modèle passif lâche pile au moment où vous en avez le plus besoin. Et si vous croyez que j'exagère, allez faire un tour à Nantes. En 2020, on y inaugure une nouvelle gare. Elle a une mezzanine suspendue, une immense verrière, 160 mètres de long, 37 millions d'euros, et la fierté affichée du projet, c'est qu'elle n'a pas de clim. Tout un travail sur le confort thermique, des dispositifs passifs, des piliers en forme d'arbre pour gérer la température de manière passive, été comme hiver, a été réalisé. Le résultat, c'est que dès les premières canicules, la verrière se transforme en four. Verre plus béton, ça piège le soleil, exactement comme votre appartement. Et au pic de chaleur de l'été 2025, avec plus de 40 degrés sous la verrière, la SNCF n'a pas eu d'autre choix que de fermer l'accès à la mezzanine et d'évacuer les boutiques en urgence. Aujourd'hui, la réponse, ce sont des ventilateurs industriels, des brumisateurs, des bouteilles d'eau distribuées et un film qu'on va coller sur les vitres. En bref, on met des rustines sur cette gare et on a dépensé 37 millions pour un bâtiment qui se régulait soi-disant tout seul. On lui a ajouté après coup tout ce qu'il aurait fallu prévoir, mais pas de panique, parce que tout est conforme. Et conforme alors, ça veut dire quoi au juste côté logement? Un logement RE 2020 est considéré aux normes jusqu'à 1250 degrés heure d'inconfort. En traduction concrète, ça veut dire que 25 jours par an, où il fait trop chaud chez vous, c'est conforme. Conforme, ça veut dire légalement acceptable que vous suffoquiez 25 jours par an. Donc si on résume, tous les bâtiments RT 2012 ont enfermé la chaleur. La RE 2020 refuse la clim comme solution et parie sur des nuits plus fraîches qui n'existent plus. Ni l'une, ni l'autre ne fait quoi que ce soit pour les millions de logements déjà construits qui surchauffent. Alors que toutes les deux, on le rappelle, partaient de plutôt bonnes intentions. Et je vous préviens, le blocage 4 va vous rendre fou. Parce que si vous installez la clim quand même, l'État dévalue votre logement. Je te demande pardon. Imaginez que vous fassiez le choix le plus malin qui soit. Une pompe à chaleur réversible. Elle vous chauffe l'hiver avec un rendement imbattable et elle vous sauve l'été pendant les quelques semaines de galère. C'est la machine parfaite pour la France décarbonée. Eh bien le DPE, ce diagnostic qui note votre logement de A à G, celui qui décide si vous avez le droit de le louer ou de le vendre, il va vous pénaliser pour la fonction froid. Depuis la réforme de 2021, le DPE comptabilise la climatisation comme une consommation en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que le chauffage par la pompe à chaleur améliore votre note, évidemment, mais sa capacité à faire du froid, elle, la dégrade. Et là je sais ce que vous vous dites, il interprète, il force le trait pour sa vidéo, blablabla blablabla. Non, c'est écrit noir sur blanc dans le texte de loi. L'arrêté qui définit le DPE liste 5 usages comptés dans votre note: le chauffage, l'eau chaude, l'éclairage, les auxiliaires et le refroidissement. Le froid est compté comme une consommation, au même titre que le chauffage, et la méthode officielle de calcul va jusqu'au bout. Dès que votre logement a un système de froid, elle calcule une consommation de clim et l'ajoute au total, qui détermine votre lettre de A à G. Donc vous rafraîchir, ça vous coûte des points. Le détail qui tue, celui qui prouve que ça n'a rien à voir avec l'écologie, c'est que ce même texte précise que le DPE ne compte même pas les fluides frigorigènes. Donc c'est pas les fluides qui plombent votre note, c'est pas le gaz ni la planète, c'est juste l'électricité consommée par le froid qui, on le rappelle, est sur un des réseaux les plus décarbonés du monde. Ce n'est pas une lecture tordue de ma part, allez voir les recommandations de travaux des diagnostiqueurs, on conseille littéralement d'installer une pompe à chaleur non réversible, sans fonction clim, pour ne pas plomber l'étiquette. Alors le hic, c'est que ces modèles, ils n'existent quasiment plus. Aujourd'hui, évidemment que tout est réversible, parce que le marché, il a pas attendu que la France sorte du Moyen-Âge. Résultat, on a des propriétaires qui se retrouvent à devoir neutraliser, sur le papier évidemment, le mode froid de leur machine, juste pour garder une bonne note. Est-ce que vous mesurez l'absurdité? La France est un pays où la chaleur tue, et dont l'étiquette énergie officielle considère que pouvoir vous rafraîchir est un défaut. On dévalue votre logement parce qu'il est capable de vous garder en confort et reposé pendant une canicule. Alors là, je suis désolé, mais on dit adieu à l'écologie, on est dans une morale anti-froid qu'on a transformée en règle administrative.
arrive. Alors attention, et c'est important parce que je veux pas être l'inverse caricatural de ceux que je critique. Je suis pas en train de vous dire mettez une clim partout, tout le temps, arrêtez de réfléchir. Non, c'est pas le sujet de cette vidéo. La pire solution, celle qu'on est justement en train de choisir par défaut parce que c'est la seule à notre disposition, c'est la prolifération du climatiseur monobloc. Le truc à roulette avec le gros tuyau derrière qu'on coince dans une fenêtre, c'est ce qui se vend en panique à chaque canicule, c'est en rupture de stock partout. Bref, vous voyez très bien de quoi je parle, et j'en ai une. C'est le pire des deux mondes. J'en ai une, j'ai dû l'acheter, j'ai le monobloc avec son tuyau unique qui crée une dépression dans la pièce, qui aspire l'air chaud de l'extérieur par tous les interstices, il rejette presque autant de chaleur qu'il en enlève, il est bruyant, il est énergivore, il est inefficace, et je vais vous le dire, multiplier les monoblocs, c'est de la mauvaise adaptation dans la panique. La sortie par le haut, elle a deux jambes, et il faut les deux. D'abord, le passif. Évidemment qu'il faut des volets, des protections solaires extérieures, garder de l'inertie, la ventilation nocturne et surtout végétaliser les villes. Ça réduit le besoin à la source et ça attaque les lots de chaleur dont on parlait au début. Si vous passez à côté d'un parc en pleine canicule, vous verrez les degrés que vous perdez. C'est la base, et franchement, il faut continuer ce travail d'adaptation des villes. Parce que les étés, spoiler, ils vont pas être plus froids de sitôt. Et pour le reste, il nous faut du froid propre et bien fait. Pas le monobloc acheté en catastrophe à Lidl. Il nous faut des pompes à chaleur réversibles, performantes, bien dimensionnées avec les nouveaux fluides. Et surtout, à plus grande échelle, il nous faut des réseaux de froid urbain, comme il en existe déjà à Paris avec Fraîcheur de Paris, qui vont mutualiser la production au lieu de multiplier les milliers de petites machines. Ça marche. Et puis ensuite, on cible, en commençant par là où la chaleur elle tue et elle fait des dommages. Les EHPAD, évidemment, qui sont maintenant mieux protégés qu'en 2003, c'est vrai, mais les hôpitaux, les crèches, les écoles, les chambres des personnes vulnérables, les maternités, bref, le rafraîchissement de ces lieux-là, c'est pas un confort, c'est un soin. En clair, mon message, c'est qu'il ne faut pas caricaturer ce sujet. En 2026, n'est pas clim contre arbre, c'est clim et arbre. Actif et passif. Refuser ce « et » par pureté idéologique, c'est ce qui coûte des vies, de l'éducation, du confort, du soin, des heures de concentration. Bref, vous avez capté, refuser ce « et », c'est ça notre problème en France. Alors voilà où on en est. On a une technologie remarquable, efficace, de plus en plus propre. On a le réseau électrique le plus décarboné pour la faire tourner. Et on a passé 20 ans à la diaboliser. Climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts. À la surréglementer, à construire des logements neufs qui la rendent indispensable tout en s'interdisant de la poser. Et pendant ce temps, le climat, lui, ne débat pas. Il est pas sur les plateaux des JT. La canicule de 2026, elle a égalé 2003 en intensité et fait exploser des records. La chaleur des nuits ne redescend plus. Et en 2026, en France, évidemment que la chaleur tue. C'est une phrase simple, mais c'est la seule qui compte. Donc la vraie question à ce sujet, elle n'est plus écologique, elle est politique. Est-ce qu'on accepte, oui ou non, que des Français crèvent de chaud chez eux pour préserver une certaine idée de la pureté? Moi, je réponds que non. Et révolutionner notre rapport à la clim, sortir de la peur, faire du rafraîchissement un droit comme on a fait du chauffage un droit, c'est pas une lubie de confort. C'est une exigence publique et donc une exigence politique fondamentale. Elle nous permettra de continuer à lutter à grande échelle contre le réchauffement climatique.